Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris. François Hollande a donné une interview au Monde hier pour mettre la pression sur la Turquie, sur Moscou, face à une situation critique dans la Ghouta orientale. Est-ce qu'il a bien fait, l'ancien président, de sortir de son silence? Oui, parce que là, il ne s'agit pas d'une attitude politicienne. Hein. Il attire l'attention de la France sur quelque chose de gravissime, notamment, je pense, à la manière dont les Kurdes, qui ont quand même joué un rôle déterminant dans la lutte contre Daesh, sont traités par les Turcs. Et nous avions déjà posé plusieurs questions au gouvernement. Et d'ailleurs, très étonné qu'au Sénat, quand la réponse du gouvernement, le mot kurde n'existait pas. Comme s'il y avait une espèce de négation de cette question qui est quand même centrale, parce que les dérives actuelles du gouvernement et de la Turquie, du gouvernement turc et de la Turquie sont très inquiétants pour l'avenir de notre planète, pour cette région, et plus généralement d'ailleurs pour l'Union européenne. Ils sont dans l'OTAN, et il est normal que, par exemple, la France explique que dans l'OTAN, elle ne peut pas accepter d'être alliée de gens qui traitent ainsi la population kurde, qui, au-delà de la propagande turque, n'est évidemment pas pour la population particulièrement dangereuse. Et par rapport à la Russie, on voit bien que la thèse, moi, que j'ai toujours défendue, c'est Daesh est notre premier adversaire. Il faut d'abord se mettre en situation de combattre Daesh. Il faut davantage discuter avec Poutine. En tout cas, il faut faire de plus en plus pression sur Poutine, parce que maintenant que Daesh semble avoir quand même largement reculé, il ne faut pas laisser le terrain vide. Il faut une nouvelle période où, diplomatiquement, la France et l'Europe se font entendre. Donc moi, je trouve assez normal que le président, je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qu'il raconte, mais quand même assez normal qu'il alerte la conscience collective de notre pays. Alors qu'un urgent de l'AFP nous dit qu'en Syrie, la ville d'Afrine est encerclée actuellement par les forces turques. On va parler de la cagnotte fiscale. Le gouvernement s'en défend. Pourtant, il y a quand même 4,3 milliards qui sont rentrés dans les caisses de l'État grâce à de meilleures rentrées fiscales, une meilleure croissance. Est-ce que cet argent doit servir au désendettement de la France, comme le propose le gouvernement ? Alors, cette idée de cagnotte fiscale mérite quand même d'être examinée autrement. D'abord, ça fait la preuve que quand il y a de la croissance, la plupart de nos problèmes, déficit ou les problèmes endettement ou les problèmes d'emploi, sont quand même plus faciles à traiter. Et que donc la question principale, c'est d'être capable d'avoir une politique de relance de notre croissance. J'observe que notre croissance reste inférieure à la moyenne européenne. Et s'il y a de bonnes ressources fiscales, c'est pas encore suffisant au regard de ce que nous pourrions attendre d'une politique économique offensive. Moi, ma première proposition, c'est qu'on ait une politique de relance. De relance, de redistribution ? De relance sur deux piliers, l'investissement public, et on en parlera peut-être pour la SNCF et d'autres, notamment en matière numérique et en matière environnementale, et de l'autre, la question centrale du pouvoir d'achat. Oui, la question du pouvoir d'achat est une vraie question en France. Mais ce n'est pas une question de cagnotte seulement. Il y a deux piliers pour cela. Il y a premièrement la hausse des salaires. Or, les entreprises, vous avez vu les profits du CAC 40. Les entreprises sont en situation maintenant de pouvoir augmenter les salaires. Notamment, je propose un coup de pouce au SMIC, qui a évidemment un impact budgétaire, mais qui est d'abord un impact global pour l'ensemble du monde salarié. Et deuxièmement, une réforme fiscale. Parce qu'il y a une cagnotte, mais il y a quand même la baisse de l'ISF est totalement illégitime dans ce pays aujourd'hui. Je vous propose qu'on écoute le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé à ce sujet ce matin et vous réagissez juste après. Dans un pays qui a 2000 milliards de dettes, il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte. Notre responsabilité, c'est de ne pas laisser à la génération qui viendra après nous ce que la génération qui était là avant nous a laissé sur les bras, à savoir une dette absolument inqualifiable et des déficits. Moi, mon objectif, c'est que la génération d'après, le premier budget de l'État ne soit pas imposé par les marchés et par le remboursement des intérêts de la dette, mais que ce soit des choix politiques, qu'on puisse choisir de les mettre dans l'éducation, dans la santé, sur les personnes âgées. Est-ce qu'il ne faut pas assurer l'avenir de nos enfants en réduisant cette dette colossale de la bien France ? sûr, mais pour réduire la dette, il faut d'abord de la croissance, il faut d'abord avoir une politique de relance qui donne des recettes. Or, toutes les stratégies qui visent à, soi-disant, désendetter le pays... Sauf que là, il y a des recettes.
Dû à des meilleures rentrées fiscales, mais pas à la consommation des ménages. Oui, mais justement, la première chose, c'est faire une réforme fiscale qui donne de la consommation ménage, c'est d'avoir des investissements porteurs d'avenir qui portent notre croissance, parce que, par exemple, elles réduisent notre, notre dépense énergétique. Et troisièmement, d'être en situation d'avoir une réforme fiscale qui soit juste et qui ne prive pas l'État de recettes nécessaires, soit pour soutenir le pouvoir d'achat, soit pour ses services publics. Alors les retraités vont manifester dans la rue jeudi. Ils vivent mieux que les actifs en France, les retraités. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils participent, qu'ils payent 1,7 point de CSG en plus, qu'ils fassent un effort de solidarité avec leurs enfants? Moi, je ne dis pas les retraités en général. La réforme fiscale que j'ai toujours soutenue, et qui reste, je crois, le cap à voir, c'était l'idée d'avoir une convergence et une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG, pour avoir un impôt progressif qui dépende des revenus et qui augmente en fonction des revenus. Que le retraité ou que l'actif ait des revenus qui se viennent du fait qu'il est retraité ou actif, c'est indifférent pour la fiscalité. Or, on ne veut pas faire cette réforme fiscale. Et deuxièmement, Donc c'est injuste là de taxer les retraités comme c'est pas seulement taxer les retraités, c'est que la hausse de la CSG, qui n'est pas un impôt progressif, pour rembourser 3 milliards de baisse de l'impôt sur la solidarité est injuste. Oui, ce que font fiscalement le gouvernement et Emmanuel Macron est injuste. Et donc, il ne s'agit pas d'aller opposer. Parce que si les salariés eux-mêmes avaient un vrai rebond de leur pouvoir d'achat, mais qu'est-ce qui s'est passé sur les salariés? On leur dit, vous allez moins avoir de cotisations sociales à payer, d'ailleurs pas tout de suite, hein. Par contre la CSG tout de suite. Deuxièmement, quand vous faites l'écart entre ce qu'ils payent et ce qu'ils reçoivent, c'est pas un grand avantage. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans les négociations salariales? Beaucoup de syndicats nous le disent. Les patrons disent, vous avez déjà l'avantage Macron, soi-disant, de la baisse des cotisations sociales. On n'est donc pas obligé d'augmenter vos salaires. Donc si on veut soutenir les salariés, il faut d'abord augmenter les salaires. Et pour augmenter les salaires, l'outil public numéro 1, c'est premièrement le SMIC. Et le numéro 2, c'est la hausse du point des fonctionnaires. Alors c'est pas ce qui est prévu à la SNCF notamment, où il y a eu des profits l'année dernière et où on veut mettre fin au statut de cheminot. Vous êtes contre? Oui, parce que d'abord, c'est pas le problème. C'est le chiffon rouge permanent. Ça peut pas permettre de réduire la dette? Mais absolument pas. La dette de la SNCF, elle est d'abord liée aux investissements. En Allemagne, quand l'Allemagne a voulu remettre d'aplomb la Deutsche Bahn, elle a repris, l'État allemand a repris 41 milliards de dettes de la Deutsche Bahn. Donc là, on reprend la dette de la SNCF. Nous n'avons jamais voulu reprendre la dette de la SNCF. On a fait des micmacs entre RFF, vous savez, quand on a séparé les entreprises entre le réseau et le fonctionnement des trains dessus. Ça a été un bazar sans nom. On a investi sans équilibre entre la nécessité du TGV, dont moi je pense que tout le monde est en train de pleurer maintenant en disant le tout TGV, c'est peut-être le tout TGV qui a été gênant, mais quand même l'armature TGV, elle est quand même utile en France. Donc on continue, on poursuit ces investissements? Oui, il faut qu'on poursuive ces investissements et surtout je ne vois pas quel est l'intérêt de changer le statut de la SNCF. Pourquoi on attaque le statut des cheminots? Parce qu'en réalité, ce qu'on veut faire, c'est une société anonyme pour la SNCF. Alors on vous dit, ah, attention les gars, il n'y a pas de problème, ça va rester public. Mais tout le monde sait que si c'est pour que ça reste public, pourquoi ça change de statut? Ça ne donne absolument aucun avantage. C'est qu'après on nous dira, il faut quand même un peu de capital privé parce que l'État ne peut pas investir. Donc c'est une privatisation rampante de la SNCF? Exactement. Quant au statut, arrêtons de nous présenter les cheminots comme des grands nantis. Je rappelle que moins il y aura de statut de cheminot, plus le régime de retraite de la SNCF sera déficitaire. Car une des raisons du déficit, c'est pas l'abus, ils cotisent davantage. C'est qu'il y a de moins en moins de cheminots. On sous-traite, on externalise. Évidemment, après on dit c'est déficitaire.
Quant aux cheminots, il y a déjà eu sur leur retraite des choses qui ont bougé. Par exemple, il n'est pas vrai qu'ils ont une différence d'âge de départ en retraite réellement très différent du privé. Ils ont droit de partir, mais comme les nombres d'années à cotiser se sont allongés, ils ont peut-être le droit, mais ils peuvent pas. Mais ils n'ont pas leur retraite complète. Et par ailleurs, on a du mal à recruter des cheminots. Il y aura l'utilisation des ordonnances sur cette question de la SNCF. Le Conseil des ministres va se pencher dessus mercredi. Est-ce que ça peut braquer le Parlement, et notamment sur la réforme de la Constitution? Oui, alors moi je le dis tout net, les parlementaires ne doivent pas se laisser marcher dessus. Et au bout d'un moment, il faut quand même assumer notre dignité de parlementaire. Or, qu'est-ce qui se passe depuis qu'Emmanuel Macron est là? Alors, si la France va mal, c'est qu'il y a trop de députés. C'est pas qu'il y a trop de technocrates qui veulent rien écouter de ce que demandent les parlementaires. Donc, non, il n'y a pas trop de parlementaires dans ce pays. Deuxièmement, ils nous disent oui, on va baisser le nombre de parlementaires, mais on va pas baisser les dépenses. En réalité, au lieu d'avoir 2 députés, vous aurez un député plus un attaché parlementaire en plus. Bonjour, je préfère 2 députés ou 2 sénateurs. Troisièmement, la réalité, c'est qu'on s'assoit en permanence sur le truc. Dernière en date, au Sénat, retraite, on vote une amélioration de la retraite des agriculteurs en votant un texte conforme à celui de l'Assemblée qui dit les retraites des ouvriers agricoles ne doivent pas être inférieures à 85% du SMIC. Il y a eu un vote bloqué du gouvernement. Et là, le gouvernement dit ah non, vote bloqué. C'est quoi le Donc on retient le texte du gouvernement, en gros. Je dis ordonnance qui n'ont pas fait la preuve que ça va plus vite parce qu'on a toujours. Ce sera moins de Parlement avec cette nouvelle réforme de la Constitution. C'est fait pour technocratiser l'action publique avec la thèse des libéraux. Dès qu'il y a du politique, ça marche pas. Tandis que nous, les technos, les compétents, les gens qui savons, les sachants, eh ben on doit décider en lieu et place des représentants du peuple. On va écouter Hugues Rançon qui s'exprime pour La République En Marche ce matin. Mais j'ai des réserves sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que le droit d'amendement, il est précisément tout à fait personnel. Un parlementaire a le droit d'amender un texte au motif qu'il est parlementaire de l'opposition comme de la majorité et qu'il est élu de la République. Et donc, il va falloir qu'on puisse discuter. Les choses sont aujourd'hui sur la table, mais je crois qu'aujourd'hui, l'intention qui est d'accélérer le débat parlementaire pour s'épargner l'obstruction et en réalité faire de nos débats quelque chose de plus efficace, de plus intéressant et de plus, j'allais dire, productif pour l'élaboration de la norme, me paraît quand même aller dans le bon sens. Le gouvernement qui envisage de limiter le nombre d'amendements, ça ne peut pas rendre le Parlement plus efficace? Mais rien du tout. Je m'excuse, mais c'est au règlement du Parlement d'essayer d'éviter l'obstruction. Ce qui existe. Il y a déjà Elle existe, l'obstruction. Non, mais l'obstruction, ça arrive une fois tous les tremblements de terre. En quoi ça gêne notre démocratie? Vous avez vu une démocratie qui, si c'était les Chinois qui réduisent, ou les Russes qui réduisent le droit d'amendement dans leur pays, on dirait « Ah, dictature et machin ». Et nous, on l'accepte. Ça peut être de dire si un amendement est voté en commission ou rejeté en commission, il n'est pas réexaminé après dans l'hémicycle. Mais c'est au Parlement d'en décider, parce qu'en commission, tous les parlementaires n'y sont pas. C'est pas donc parce que les gens... oui, si ça passe par voie réglementaire? Mais c'est pas ça qui gêne la France aujourd'hui. C'est pas que le Parlement va longtemps, c'est que les lois sont mal préparées par l'exécutif. Les 3/4 du temps, on est obligé de refaire la copie tellement c'est mal fait. Techniquement, la vraie raison, elle est que le Parlement n'a pas suffisamment d'initiative et qu'une partie des amendements sont aussi nécessaires à cause du bazar que dans l'état où nous présentent les textes de l'exécutif. Vous voterez contre? Mais surtout, non, je vais dire une chose. Je dis à mes collègues parlementaires, ayez le courage de dire que vous ne voterez pas la réforme constitutionnelle par voie parlementaire et que vous exigez un référendum. C'est ce que vous demandez, vous exigez un référendum parce que... L'article 11. Je demande sans débat au Parlement. Exactement. Je demande que le débat ait lieu devant les Français. L'antiparlementarisme est toujours entretenu en période de crise. Si nous n'assumons pas l'idée que nous nous faisons de la modernité, parce qu'il y a des amendements, il y a des choses à modifier dans notre Constitution, il y a des droits nouveaux à inscrire dans notre Constitution. Et donc moi je demande qu'il y ait un référendum et un vrai débat devant le peuple. Une question sur Emmanuel Morel que vous soutenez au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous souhaitez quoi, une revanche des frondeurs ? Pas du tout. Ce que propose Emmanuel Morel n'est évidemment pas de refaire le match du quinquennat.
Et d'ailleurs, quand on voit l'état dans lequel se trouve le mouvement socialiste et social-démocrate partout en Europe et dans le monde, on se rend bien compte qu'il y a bien sûr la question du quinquennat et que beaucoup de Français ont eu le sentiment de décrocher. Ils ne se sentaient pas défendus et pris en compte par le président de la République et le gouvernement, mais c'est plus profondément l'incapacité que nous avons jusqu'à présent à offrir une alternative à la mondialisation libérale, au projet libéral et à défendre notamment dans ce pays une certaine idée du pacte républicain et du socialisme républicain. Donc Emmanuel Morel rassemble des gens qui étaient frondeurs et d'autres qui ne l'étaient pas, mais en partant de deux choses. Le constat on est lucide, c'est pas on continue comme avant, bon non, on n'a pas été bien compris, c'est de la faute à la division, non. Et deuxièmement, il y a un nouveau pied d'appel. Un, on est résolument contre la politique libérale d'Emmanuel Macron. Deux, nous voulons affirmer une nouvelle synthèse entre les fondamentaux socialistes et les grands enjeux d'aujourd'hui. Et trois, nous sommes toujours pour le rassemblement de toute la gauche, parce que c'est la seule façon de la rénover et de lui donner de la force. Et le premier tour, ce sera le 15 mars. Merci à vous, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, d'avoir été avec nous, sénatrice socialiste, vice-présidente du Sénat. Merci, très bonne journée. Merci.